Excellent. Alors, bienvenue à toutes et à tous à cet événement panel à l'occasion du lancement du Livre blanc sur le stationnement organisé par le Conseil régional de l'environnement de Montréal. Merci à tout le monde de s'être déplacé aussi nombreux pour cet événement. Ça s'est rempli, le temps de cligner des yeux. Donc, les inscriptions. Donc, je pense que vous êtes nombreuses à vous préoccuper des enjeux qui entourent le stationnement et ultimement la dépendance à l'automobile, deux sujets dont on va pouvoir discuter au cours de la prochaine heure. Je me présente rapidement. Je m'appelle Gabrielle Lamontagne-Allé. Je suis journaliste de formation. Je suis spécialisée dans les enjeux environnementaux depuis une dizaine d'années. Et d'ailleurs, je travaille présentement pour l'émission Feu vert sur les ondes de Radio-Canada ici Première, qui est une nouvelle émission hebdomadaire consacrée aux enjeux environnementaux. Alors, je suis très heureuse que le CRE Montréal ait pensé à moi pour animer cet événement parce que je pense qu'on a la preuve ce matin, on accorde une place de plus en plus importante dans les médias aux enjeux de mobilité durable et à tous les enjeux qui entourent notre dépendance à l'automobile. C'est une bonne nouvelle, je pense qu'on en parle davantage, mais on a parfois l'impression de ne plus savoir par quel bout prendre de cet enjeu-là. On peut avoir l'impression aussi parfois de tourner en rond. C'est un enjeu qui est très difficile auquel on doit s'attaquer. Et on questionne rarement, je pense, la place du stationnement. Un peu comme si c'était une fatalité. On est nombreux ici à avoir grandi avec des grands espaces asphaltés, quadrillés, au point où on finit par un peu les oublier, ou du moins oublier qu'on peut les gérer et les aménager différemment. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui d'ailleurs. Et j'ai découvert, en parcourant le livre blanc qui va vous être présenté tout à l'heure, plusieurs propositions très rafraîchissantes, certaines inspirées des meilleures pratiques ailleurs, d'autres qui, vous allez voir, tombent vraiment sous le sens, même si elles sont rarement évoquées quand on parle du stationnement. Et donc, plein d'avenues pour en faire vraiment un levier en matière de lutte au changement climatique. Alors, ce qu'on vous propose ce matin pour discuter de ces enjeux plus en détail, c'est une formule de panel. Alors, dans un instant, Emmanuel Rondia, qui est directeur général du CRE Montréal, va me rejoindre à l'avant pour vous introduire un peu le projet et la démarche récente qui a été menée là, au cours des derniers mois par le Conseil régional de l'environnement de Montréal. Ensuite de ça, Blaise Rémillard, qui est responsable mobilité et urbanisme au CRE Montréal, va vous présenter le fruit de cet énorme travail, ce travail colossal, donc le livre blanc sur le stationnement qui est lancé aujourd'hui. Et deux autres invités vont me rejoindre ensuite pour échanger sur des enjeux du stationnement dans la formule panel, vous l'aurez compris. Donc, on aura ensuite une période de questions d'une quinzaine de minutes pour que vous puissiez interroger les panélistes à votre tour. Donc, la discussion devrait se terminer... Là, on a commencé en retard, fait que c'était 10h15, mais j'imagine que ça va être plutôt 10h45 dans ces eaux-là. J'ai pas de montre en ce moment. Et vous serez bienvenus pour rester avec nous un peu après pour réseauter si le cœur vous en dit. Alors, je cède sans plus tarder la parole à Emmanuel Rondia, qui est directeur général du Conseil régional de l'environnement de Montréal. Donc, bonjour à tous, bonjour à toutes. C'est vraiment un plaisir de vous retrouver ce matin pour le dévoilement du livre blanc sur le stationnement. C'est vraiment le fruit d'un travail de plusieurs mois intenses de toute l'équipe qui va vous être présentée aujourd'hui. Un travail qui fait déjà du bruit, vous avez pu le constater dans les médias hier et aujourd'hui. C'est un bel exemple en fait du type d'action que le CRE mène au quotidien. Notre volonté, c'est vraiment d'amener les décideurs, d'amener les institutions, les organisations à faire preuve d'ambition en matière de changement climatique, en matière d'aménagement du territoire, en matière de protection de la nature. Puis, pour y parvenir, nous sommes vraiment force de proposition. Notre volonté, c'est vraiment de mettre des propositions sur la table, des propositions ambitieuses, des propositions qui peuvent déranger parfois, mais pour faire progresser le débat et faire avancer les choses, parce qu'on le sait, les enjeux climatiques nous amènent à agir rapidement et de façon intense. Le stationnement, c'est un peu une marque du commerce du CRE. Je pense que ça fait maintenant plus de 20 ans que l'organisme se penche sur les enjeux de stationnement, sur la gestion, sur l'aménagement. En 2014, on publiait un guide qui s'appelle toujours en fait « Le stationnement, un outil incontournable pour la mobilité ». C'était un peu les bases d'un dialogue qui, depuis, n'a pas cessé de s'amplifier sur les questions de stationnement et d'aménagement du territoire. On sait, le stationnement a une dimension émotive, irrationnelle parfois, mais notre volonté, c'est d'amener la réflexion avec tout le monde, de réfléchir aux solutions et aux méthodes et aux moyens d'accompagner les changements. On a eu l'occasion de réitérer l'importance d'agir sur le stationnement à de multiples occasions dans le cadre de consultations publiques, dans le cadre de mémoires. Vous pouvez lire pas mal les derniers mémoires qu'on a produits à l'ECPM. On revient souvent sur l'enjeu du stationnement qui est un des éléments clés
dans l'aménagement du territoire et dans le développement de nos quartiers. Plusieurs projets et démarches aussi nous occupent en matière de stationnement depuis plusieurs années. La démarche stationnement éco-responsable, qui depuis 2020 s'étend dans 5 régions administratives du Québec et intègre l'attestation stationnement éco-responsable. Notre collègue qui porte la démarche, Romain, je pense, est dans la salle, au fond de la salle. On travaille aussi beaucoup sur la question de la réglementation, puis le livre blanc en fait partie. Le livre blanc amène les enjeux de réglementation à plusieurs niveaux. Donc, une plateforme qui s'appelle Réglementation et qui veut soutenir en fait les administrations dans la transition écologique sur le territoire. La campagne ILO également, qui travaille plus sur la réduction des îlots de chaleur. Les stationnements, c'est souvent les grandes taches rouges sur les cartes d'îlots de chaleur. Donc, comment on aménage et on transforme ces grandes aires asphaltées qui sont aussi sujettes à des enjeux en matière de gestion des eaux pluviales. Et ça va continuer dans les prochains mois aussi. Avec les autres CRE métropolitains, on organise les rendez-vous du stationnement métropolitain. Donc la conversation se poursuit, va se poursuivre encore pendant de nombreux mois et de nombreuses années. C'est sûr que pour nous, le stationnement, agir sur le stationnement, c'est une occasion de transformer les milieux de vie. C'est une occasion de modifier les habitudes de déplacement en faveur du transport collectif, actif et partagé. C'est aussi une façon d'améliorer la sécurité de l'ensemble des usagers et bien sûr d'atteindre nos cibles climatiques. Vous allez le constater dans les 23 propositions du livre blanc, on va dans ce sens-là, mais je laisserai Blaise vous les dévoiler plus en détail. On a aussi une conjecture très favorable actuellement avec au Québec la politique nationale d'architecture et d'aménagement du territoire et son plan d'action, la révision du plan métropolitain d'aménagement et de développement à l'échelle de la CMM aussi, qui est un momentum à saisir, et l'élaboration du plan d'urbanisme et de mobilité par la Ville de Montréal. Donc bref, de multiples occasions de mettre le stationnement au cœur de la planification du territoire. Enfin, le livre blanc, c'est l'aboutissement d'un travail de plusieurs mois, un travail de recherche, de concertation, de priorisation et de synthèse. Pas facile de dégager 23 propositions et un nouveau pacte de mobilité durable en restant concis, mais en allant quand même au fond des choses. Je tiens donc à souligner le travail exceptionnel de toute l'équipe, en particulier Blaise Rémillard, Noémie Lefrançois et Connor Cordingley, qui depuis des mois travaillent sur le document. Je veux aussi remercier les dizaines de personnes qui ont donné leur temps dans le processus d'élaboration du guide, qui ont répondu aux questions, qui ont amené des commentaires pour faire évoluer le document qui bougeait encore il y a quelques semaines et on a dû à un moment arrêter et l'imprimer. Finalement, le livre blanc a été réalisé dans le cadre de la démarche Climat de changement, un projet du regroupement national des conseils régionaux de l'environnement du Québec, réalisé avec l'appui financier du gouvernement du Canada. Il ne fallait pas que je me trompe sur cette ligne-là, puis c'est celle-là que je me suis trompé. Il bénéficie aussi des importants soutiens de Communauté et de la Fondation familiale Trottier. Merci beaucoup pour ce soutien, sans quoi tout ce travail n'aurait pas été possible. Bref, voici le moment de vous dévoiler le document. Je passe donc la parole à mon collègue Blaise, le chef d'orchestre de ce dossier. Merci. Merci. Alors, je joins ma voix pour remercier également mes collègues, les partenaires qui ont travaillé à ce livre blanc, les partenaires financiers. C'est vraiment une démarche formidable et puis on voit qu'on est en train de mettre la question une nouvelle fois à l'agenda des décideurs et puis de la population montréalaise. On est très content déjà de la réception. Alors, vous avez compris que ma première, je vais présenter rapidement les grandes lignes du livre blanc. Évidemment, je me donne un 10 minutes qui ne sera pas suffisant là, pour aller en profondeur de chacune des propositions, qui ne dispensera pas une lecture attentive des 23 propositions. J'en ai sélectionné quelques-unes, les plus importantes au début, puis on va voir si on se rend jusqu'à la fin avec les propositions bonus et puis on couvre l'ensemble. Alors, vous avez compris, le titre, c'est pour une mobilité efficace, équitable, écologique à Montréal. Et l'efficacité est vraiment le levier sur lequel on insiste le plus. On pense que la façon de gérer ou de ne pas gérer le stationnement à Montréal est vraiment un problème de mobilité qui affecte tous les Montréalais, un problème économique qui affecte tous les Montréalais. Et on veut d'abord insister là-dessus. Donc, une donnée très importante, le stationnement occupe 27 de la voirie. 27 de nos rues est dédié à ne pas bouger des véhicules.
Et ça, c'est 12 fois plus que l'autobus et le vélo combinés. Donc, c'est évidemment un problème lorsqu'on veut bouger des gens. Quand on occupe une case de stationnement, une voie de rue, par du stationnement, on se prive de déplacements importants qui vont de 600 personnes à l'heure, quand on parle de l'auto-solo, jusqu'à plusieurs dizaines de milliers de dollars quand on parle de modulo structurant. J'ai dit des dollars, hein, c'est ça? Excusez-moi, je suis mélangé dans mes données. Alors, c'est des humains ici, à l'heure. Donc, effectivement, les données, c'est un problème en stationnement. La politique de 2016, la politique de stationnement de la Ville de Montréal, le disait déjà abondamment. On ne connaît pas bien combien de stationnements on a, on ne sait pas qui les utilise, quand, que ce soit pour le transport des marchandises ou pour le transport des personnes. C'est très difficile de comprendre qu'est-ce qu'on fait avec tout cet actif. Puis je répète, c'est 27 de nos rues, c'est colossal. Alors, on salue beaucoup l'arrivée de l'Agence de mobilité durable de Montréal qui s'attaque là déjà à cette problématique, puis qui a lancé un programme là, pour faire la revue de toutes les bordures de rue et faire l'inventaire de la bordure de rue. Salut M. Chevreau dans le fond de la salle. C'est vraiment, et ça va aussi aller de pair avec la reconnaissance des plaques d'immatriculation puis l'application, donc la compréhension meilleure de l'utilisation de la rue et l'application de la réglementation beaucoup plus efficace. Au niveau de l'équité, bon, ben, on a déjà dit un problème d'équité avec le partage de la rue. Il faut se rappeler qu'il y a 30 des ménages montréalais qui n'ont pas de voiture et puis que ces gens-là font en sorte que notre réseau routier fonctionne, qu'il n'est pas complètement congestionné, et puis qu'on peut se déplacer à Montréal en automobile. On veut que ce nombre de ménages-là augmente aussi pour des questions climatiques, évidemment, donc avoir moins de voitures à Montréal. Une chose qu'on nous dit souvent, c'est il faut que ça aille avec une meilleure offre. Évidemment, il faut que ça aille avec une meilleure offre. Et puis, il faut vraiment se doter d'indicateurs plus précis pour mesurer où est la bonne offre, ou jusqu'à quel point on est dans un manque d'offres. Ici, on a trouvé l'indicateur de potentiel de vie active des quartiers qui mélange des données sur la densité, la mixité, l'offre de transport collectif actif, la trame routière. Et puis, donc, on voit que quand même, là, il y a une bonne partie de la population montréalaise qui loge dans des quartiers qui sont très accessibles à un mode de vie sans voiture. Et puis, on peut se donner des moyens pour augmenter ce potentiel de vie active-là, par exemple en reconvertissant des espaces de rue pour des transports collectifs de qualité ou en réaménageant des espaces hors rue pour développer des services, de l'immobilier, des logements, etc. Une autre objection qu'on nous pose souvent, c'est la question des ménages à faible revenu. Et quand on regarde ça de plus près, ici, on a une carte où on regarde quels sont les quartiers qui sont économiquement défavorisés sous la médiane et puis quels sont aussi ceux qui sont défavorisés en matière de mobilité. Alors ça, c'est les quartiers critiques desquels il faut se préoccuper. Mais je vous montre cette carte-là pour vous dire que ce n'est pas toute l'île, pour vous dire qu'il y a beaucoup de gens qui ont les moyens, qui ont une mobilité résidentielle, qui ont des choix de mobilité différents et puis qui peuvent se déplacer. Puis il y a d'autres quartiers dans lesquels il va falloir vraiment accroître l'offre, accroître le potentiel de vie actif pour favoriser ces ménages-là. La valeur du stationnement sur rue. Donc, je vous disais qu'on a beaucoup de ressources consenties au stationnement. Donc, on a au moins 450 000 cases sur rue qui sont gratuites à Montréal. Des cases qui ont une valeur de 1 275 $ par année. Donc, c'est un encouragement à l'automobile d'une valeur de 500 millions de dollars par année. Donc, c'est colossal. On parle d'un nouveau SRBP9 à tous les 18 mois. On parle d'une nouvelle esplanade tranquille, 7 nouvelles esplanades tranquilles à chaque année. On parle de 700 km de routes resurfacées. On parle de centupler le budget
d'aide aux personnes itinérantes à Montréal. Donc, c'est énorme, 500 millions de dollars par année. Un demi-milliard. Excusez-moi, je suis perdu dans mes chiffres. 500 millions, un demi-milliard. Alors, dernier volet, la mobilité écologique. Donc, on le sait qu'on a un défi au niveau des émissions de carbone de la voiture et qu'on doit électrifier notre parc de véhicules le plus rapidement possible et être prêt surtout pour la fin de la vente des véhicules à essence neufs d'ici 2035. Alors ici, on a le petit graphique de l'étude qui commence à dater du CIREG qui montre que sur un cycle de vie complet, une voiture électrique émet 80% moins de GES. Ça, évidemment, il y a plein de bémols à ajouter là-dessus. Puis, le problème, un des gros problèmes qu'on a, c'est qu'on a rarement dans des véhicules comparables, les gens ne passent pas d'une Civic à une Civic électrique, mais ils passent d'une Civic à un SUV électrique. Et donc, ça fait jouer beaucoup ça. L'autre donnée qu'on a, c'est que on n'a pas de certitude quant à la disponibilité des véhicules, quant au prix des véhicules, et c'est très incertain. C'est un pari très risqué de miser seulement sur l'électrification pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Et les leviers que vraiment la ville contrôle résident beaucoup plus dans le partage de la rue puis l'aménagement. Je vous recommande le bon rapport de l'électrification de l'automobile individuelle à la réduction du parc. Si ça vous intéresse, c'est dans les sources du livre blanc. Ensuite de ça, une chose qu'on dit aussi dans le livre blanc, c'est que si nous avons un moindre succès dans notre réduction de la dépendance à l'automobile, dans l'atteinte de nos cibles de réduction de gaz à effet de serre, nous allons nous retrouver en surplus de stationnement. Si effectivement on réduit la part de l'auto-solo de 25 %, si effectivement on augmente la part modale du transport collectif et actif, comme c'est prévu dans les plans, il y aura trop de stationnement. Alors, il faut donc s'engager dans un plafonnement de l'offre, voire une réduction de l'offre de stationnement à l'échelle de l'île. Des mécanismes qui peuvent nous aider à aller là. Retirer les ratios minimums de toutes les typologies sur tout le territoire. Ça nous semble essentiel que ce soit les promoteurs qui déterminent le bon nombre de cases de stationnement et qu'on ne leur impose pas d'en construire plus pour rien. Je crois que le dernier arrondissement en date à avoir retiré ces ratios un minimum, c'est celui de Villeray-Saint-Michel, Parc Extension, hier soir. Bravo. C'est ce soir. Ah, OK. Ah, excusez-moi. Je vis avec un petit 24 heures d'avance de ce temps-ci. Donc voilà, ça fait juste du sens économiquement pour tout le monde. Et puis, au besoin, administrer la rareté avec des listes d'attente pour les stationnements réservés pour les résidents sur rue. Donc ça, c'est quelque chose qu'on voit déjà à Toronto. C'est simplement de dire l'espace est limité, on doit le mesurer, on ne doit pas vendre plus de vignettes que d'espace, puis on doit informer les citoyens qui arrivent dans un quartier s'ils vont pouvoir arriver avec une voiture de plus sur l'espace public ou pas. Et donc, c'est un système simple pour administrer cette rareté-là. Finalement, j'y vais avec les bonus. Donc, l'optimisation de l'utilisation des espaces existants, c'est excessivement important. On parle de mutualisation. On parle aussi de toute la recharge hors rue. Donc, de ne pas transformer nos rues en stations de recharge, ça va être excessivement important dans les prochaines années. Accélérer l'adaptation des espaces à pérenniser. Donc, on travaille sur la réglementation, mais la réglementation, c'est un levier qui est lent, qui est trop lent pour l'urgence climatique. Donc, nous, ce qu'on dit, la Ville doit se doter de normes et doit jouer de l'écofiscalité pour transformer le stationnement non résidentiel. Donc, que la taxe sur le stationnement des uns serve à améliorer l'aménagement des autres pour les surfaces qu'on va tendre à pérenniser à Montréal, donc de stationnement en rue. Voilà, je m'arrête ici, puis on va pouvoir poursuivre avec le panel et puis les questions de la salle plus tard. Merci beaucoup, Blaise, pour cette présentation super éclairante. Je pense que ça met très bien la table pour les discussions qui vont suivre avec nos deux autres panélistes qui vont me retrouver à l'avant. Je vous laisse vous installer. Je vais vous présenter pendant ce temps-là parce qu'on a des feuilles de route quand même impressionnantes parmi les gens qui vont discuter aujourd'hui. Donc, Blaise, que vous avez pu entendre, va faire partie des panélistes, mais on accueille aussi Catherine Morancy, qui est professeure titulaire à Polytechnique Montréal.
Donc, Catherine Morancy, pour ceux et celles qui ne la connaissent pas, elle est ingénieure civile et professeure titulaire au département des génies civils, géologiques et des mines de Polytechnique Montréal. Elle est titulaire de la chaire mobilité, qui s'intéresse à la mise en œuvre de la durabilité en transport, ainsi que la chaire de recherche du Canada sur la mobilité des personnes, qui se penche sur les interactions entre les différents modes de transport. Elle est aussi membre du conseil d'administration de la STM et de l'Agence de mobilité durable de Montréal, ainsi que du comité consultatif sur les changements climatiques du gouvernement du Québec. Parmi plusieurs distinctions qui lui ont été décernées, un prix d'excellence en recherche et innovation de Polytechnique Montréal en 2021, ainsi que le prix Antoine Grégoire de l'Association du transport urbain du Québec en 2019. À ses côtés, vous pouvez voir Pierre Frisco, qui est directeur général de la Société de développement commercial Jean Talon Est. Alors, Pierre Frisco possède plus d'une vingtaine d'années d'expérience au sein de petites et moyennes organisations. Directeur général de la SDC Jean Talon depuis 2017, il a initié de nombreux projets mobilisateurs pour dynamiser l'artère commerciale, en plus d'assurer un rôle de conseiller stratégique auprès du conseil d'administration. Pierre Frisco a également une expérience de directeur des communications à l'Ordre des architectes du Québec. Il est membre du conseil d'administration de l'organisme Rue principale depuis 2018 et vice-président de Concertation Saint-Léonard depuis 2019. Donc, on imagine que vous avez un agenda assez occupé, tous les deux. On est très heureux que vous ayez accepté l'invitation ce matin. Alors, je vais m'adresser à tour de rôle à vous trois pour des questions, mais évidemment, à tout moment, vous n'hésitez pas à me faire signe pour rebondir sur des éléments qui vous semblent pertinents. Si je me mets ici, est-ce que vous m'entendez bien? Ah, j'ai un micro ici. Ah, voilà. Excellent. Ah. Là, oui? Oui? OK, parfait. Alors, ma première question est d'abord destinée à Catherine Morancy. Madame Morancy, pourquoi des réformes importantes du stationnement, comme on en retrouve dans le Livre blanc, comme Blaise nous a présenté, sont rendues nécessaires selon vous? Mais elles sont nécessaires depuis plusieurs années. Alors, heureusement, on espère que ça va se passer, là. Mais je dirais que je pense que tout le monde ici est conscientisé aux enjeux des changements climatiques. On en entend suffisamment parler, on les vit de plus en plus près. Donc ça, c'est certainement un grand incitatif à faire cette transformation-là. Puis là, il y a trop de gens que je connais dans la salle, là. Ça me fait penser à plein de sujets, mais depuis que j'ai commencé ma carrière de chercheur, j'ai abordé la question du stationnement, de la dépendance à l'auto, de l'inéquité dans l'allocation des espaces. Ça fait des années qu'on parle de ça, donc c'est nécessaire parce que si on veut avoir des beaux espaces, ça me dérange beaucoup de voir ça sur une patinoire artistique, là. Mais c'est ça qu'on veut dans nos rues. On veut avoir autre chose que des véhicules stationnés. Donc, c'est important parce qu'un stationnement, ça attire des autos. Ça ne peut pas attirer d'autres choses. Ça attire des autos. C'est un grand générateur de voitures. Donc, si on veut qu'il y en ait moins dans nos rues et qu'on puisse bonifier l'offre, les autres offres. Donc, un stationnement, là, c'est un frein à la mise en place d'autres options de déplacement. Parce que l'espace est limité dans les villes. Et si on veut avoir les espaces requis pour faire rouler nos autobus, pour mettre des stations de vélo-partage, pour permettre le stationnement d'auto partagé, parce que ces véhicules-là sont plus utilisés, il faut accepter qu'on réduise l'espace qui est dédié à ces véhicules qui sont stationnés. Donc, le stationnement est vraiment une clé. Et promenez-vous dans une rue, la rue va vous dire qui est le bienvenu. C'est ce qu'on essaie de déterminer aussi. C'est si vous voyez une rue et qu'on met juste des stationnements sur les deux côtés, on comprend que ce qu'on s'attend à voir ici, ce sont des voitures, ce sont des déplacements qui vont accéder en automobile. Donc, je pense que c'est très important de réaliser que c'est notre principal levier de transformation de la mobilité. Je trouve aussi quand on regarde les chiffres, puis moi, je ne dors plus parce que je vois les chiffres, mais la population d'auto croît plus vite que la population d'adultes. Répétez ça quelques fois, vous allez réaliser qu'on est sans doute un gros problème collectif d'amour envers l'auto. Une voiture, c'est pour se déplacer. C'est un mode de transport. Puis ce qu'on essaie de déplacer, c'est certainement pas une voiture, ce sont des personnes ou des biens, parce qu'on a un autre enjeu qui est le transport des marchandises. Et on a besoin d'espace. Donc, il faut comprendre que ce qu'on essaie de déplacer, ce sont des personnes. Et l'auto solo est le mode qui offre la moins grande capacité, qui coûte le plus cher, qui a le plus d'impact négatif. Là, je sens ma pression monter. Donc, on se dit que quand on a tous ces indicateurs, puis on a plein de chiffres, là, on a quantifié ça depuis des années, quand on a ça, on se demande qu'est-ce que ça prend pour qu'effectivement on mette des politiques plus agressives en place pour transformer la façon dont les gens se déplacent. Donc, ça. Bon. Il y a la question de l'efficacité des déplacements aussi. Blaise en a parlé brièvement tout à l'heure.
On oublie peut-être de mentionner qu'on aurait des déplacements nettement plus efficaces dans tous les modes de transport si on convertissait certains espaces de stationnement. Là. Oui. Puis le graphique présenté sur la capacité est évident. Là. N'importe quoi d'autre que de l'auto solo va déplacer plus de personnes. C'est vraiment le pire usage. Puis quand j'enseigne, je dis souvent, imaginez une chaîne de montage, là, puis on analyse nos réseaux comme une chaîne de montage, mais on va dire, celui qui est responsable de ça, lui, il vient de perdre sa job parce que les autos sont vides, donc la chaîne de montage est vide. On a mis l'outil qui est le moins efficace pour utiliser nos ressources collectives. Donc, c'est celui qui coûte le plus cher, collectivement, individuellement. Et là, on a aussi, ce qui est étonnant, c'est qu'on a plein de beaux documents, hein, notre politique de mobilité durable à l'échelle du Québec, qui a plein de cibles. Tout ce qu'on décide est à l'encontre de ces cibles-là. Donc, il y a une incohérence totale sur ce qu'on fait. On va envoyer de l'argent à ceux qui veulent s'acheter des véhicules, on va mettre des freins au déploiement de nos alternatives qui sont les plus efficaces. Donc, il y a quelque chose qui est très troublant dans le message qui est envoyé à la société ou aux gens qui se déplacent, parce que si on met ces offres de stationnement, on va dire aux gens, bien, vous êtes les bienvenus. Si on met des bornes de recharge sur nos bords de rue, on va dire, bien, vous, là, vous êtes dans les loges. On vous donne les premières classes. Là. Vous n'allez même pas payer votre stationnement. On va vous donner ça gratuit, puis vous êtes les premiers à être les plus près de la porte. Ce n'est pas le message qu'on doit envoyer quand on veut réduire la dépendance à l'automobile ou toutes les formes de dépendance à l'automobile. Donc, je pense qu'il faut vraiment réaliser que ces espaces-là, la façon dont on décide d'allouer nos espaces, détermine la façon dont les gens se déplacent, détermine le message qui est envoyé aux gens qui se déplacent. Et on a besoin d'espace pour mettre ces aménagements, pour mettre des pistes cyclables, pour mettre des trottoirs. Et on n'est pas en train de faire de vol d'espace, parce que ce sont des choses qu'on entend aussi dans les médias. On ne va pas voler des espaces, mais on ne vole pas, on récupère, parce que l'allocation actuelle est très inéquitable. Ça a été mesuré, là, il y a plein de belles références dans le document. On a vraiment des quantifications de ces gros enjeux d'inéquité de l'allocation des espaces, les coûts qui sont associés à chaque mode, les quantités d'espaces gratuits qui sont offerts. Là, il y a beaucoup de chiffres. Donc là, des fois, on se questionne sur la numératie de nos décideurs. Je ne l'ai pas dit. Mais il y a tellement de preuves objectives qu'on se demande qu'est-ce que ça prend pour que les bonnes décisions soient prises. Merci beaucoup. Et évidemment, on ne peut pas faire fi de la question des commerçants parce qu'il y a énormément de rues commerciales à Montréal et les commerçants, on a l'habitude de les voir à l'avant-scène de l'opposition. Donc, M. Frisco, j'aimerais vous demander pourquoi et comment est-ce qu'on peut faire valoir les bénéfices des réformes de stationnement auprès des commerçants montréalais pour qu'ils embarquent, si on veut, dans le projet? Je ne voudrais pas faire de peine à personne ici, mais je vous annonce tout de suite qu'il n'y a pas de recette miracle pour faire ça. Clairement, on le voit à Saint-Léonard. Bon, je vais vous parler quand même pas mal de la rue Jean-Talon-Ouest parce que c'est celle que je connais le plus. Et c'est quand même un beau cas d'espèce. Ça fait 30 ans que la rue décline, même si les espaces de stationnement n'ont pas bougé. Il n'y en a pas un de moins depuis 30 ans. Et le premier sujet qui va faire grimper les commerçants, c'est quand on leur parle d'enlever un espace de stationnement pour faire une saillie de trottoir. Il n'y a rien de rationnel là-dedans. Ça vient les chercher comme ça vient chercher de n'importe quel automobiliste, n'importe quel citoyen qui a une voiture puis qui pense que se faire enlever son stationnement, ça va l'empêcher de vivre. Mais à Saint-Léonard, c'est un peu ça. Donc, comment on fait pour arriver à convaincre des commerçants? Peut-être qu'il faut leur offrir de la prévisibilité quand on fait des transformations. Encore là, depuis 5 ans, à Saint-Léonard, on devait avoir une transformation de la rue, un réaménagement. Ça a été repoussé pour la création de la ligne bleue, si on finit par prolonger cette station-là. Mais depuis 5 ans, tout ce qu'on a dit aux commerçants, c'est « Ouais, le projet qu'on avait prévu pour vous, il est sur la glace, puis il ne se passe absolument rien. On va arriver demain matin, on va leur présenter probablement des gros changements au moment où il va falloir le faire. Ils vont encore une fois se braquer. C'est quand même assez classique. Pourtant, on pourrait très bien prendre les bons exemples qu'il y a eu. On en a un qui ne s'est pas nécessairement très bien passé pendant le projet, c'est-à-dire le réseau Express Vélo sur Saint-Denis. On a un peu de données là-dessus. Ça serait un beau moyen, un beau projet à utiliser comme exemple, parce que de toute façon, sur Jean-Talon aussi, éventuellement, il va y avoir le réseau Express Vélo. Mais pour ça, il faut commencer d'avance.
Il faut l'expliquer aux commerçants, leur faire comprendre qu'un stationnement, ça ne magasine pas. Un stationnement, ça ne rentre pas dans leur commerce. Tout ce qui est important sur une rue commerciale, c'est d'avoir plus de gens dans les commerces. Pour ça, ben, ça veut dire que ce soit des piétons, que ce soit des cyclistes, que ce soit des automobilistes, mais on a besoin de ça. Il faut aussi penser, en discutant peut-être avec les commerçants, à leurs besoins qui sont précis. Je vais prendre l'exemple d'une autre piste cyclable qui est celle sur Bellechasse, qui a été réalisée il y a 3 ans, et où on a enlevé tous les stationnements, ce qui était probablement une très bonne chose. Mais on a oublié, puis jusqu'à maintenant, ça n'a toujours pas été réglé, qu'il y a des besoins pour du stationnement pour la livraison, par exemple. Puis ça, il n'y a pas un endroit sur la rue où il y a un stationnement pour la livraison. L'espace existe, il suffirait de le planifier, faire des espaces de débarcadère, peut-être un à chaque coin de rue. Mais ça, il faut le prévoir, il faut discuter, il faut regarder c'est quoi les besoins réels. Ça ne va pas empêcher qu'on va quand même se battre avec des commerçants qui ne veulent pas perdre de stationnement. Je ne voudrais pas faire une histoire sensationnaliste ici, mais je dois rappeler qu'il y a 2 ans, il y a une jeune fille qui a été tuée au coin de Val-d'Ombre et Jean Talon. Et on a appris la semaine dernière, dans un reportage de la presse, que l'origine de ça, c'était une chicane de stationnement. On ne parle pas de rationalité ici. C'est 2 commerçants qui se sont chicanés pour un stationnement, puis c'est monté dans leurs familles respectives. Puis finalement, il y a une jeune fille qui, elle, n'était pas visée, mais elle a reçu une balle, puis elle est morte. Pour quelque chose de complètement stupide. Donc, il faut penser un petit peu à tout ce côté irrationnel quand on discute de projets comme ça. Ceci étant dit, il faut aussi que les villes, mais dans notre cas, c'est Montréal, aient des visées très claires. On ne sait pas trop pour l'instant qu'est-ce qui se passe un peu partout. Quand on enlève des stationnements, il faut qu'il y ait un projet derrière ça. Il faut expliquer aussi aux gens. Pas juste foutre un chantier qui crée un peu le bordel, comme ça a été le cas sur Sainte-Catherine, et ça va l'être encore pendant quelques années, mais vendre ton projet, avoir des illustrations, bien montrer ce qui s'en vient. Chez vous, si vous refaites la cuisine, ça va être le bordel pendant 3 mois. Ça va être épouvantable, mais vous savez ce qui s'en vient à la fin. Puis ça, c'est quelque chose qui peut aider à vendre les projets à nos commerçants. Mais ceci dit, il n'y a pas de recette miracle. Je vous écoute, puis ça me fait vraiment penser à Stephen Guilbeault, notre ministre de l'Environnement, qui disait à notre émission à Feu vert en entrevue cet automne, pour un autre sujet, mais il faut sell the beach, il faut vendre la plage. Il disait, les agences de voyage, c'est ça qu'elles font. Elles ne vous vendent pas l'attente à l'aéroport, les douanes. Non, elles vous vendent ce qui est au bout, c'est la plage. C'est un peu ça que j'entends ici, c'est qu'il faut vendre la plage aux commerçants. Puis oui, il y a des étapes pour arriver là, mais il y a quelque chose de beau au bout, en fait, qui les attend potentiellement. Ça m'amène à ma prochaine question. Si on se penche sur le cas de la Ville de Montréal, la Ville a pris beaucoup de leadership sur les questions de stationnement dans les dernières années, entre autres avec la création de l'Agence de mobilité durable plus récemment. J'aimerais savoir, à vous 3, en fait, qu'est-ce qui fonctionne bien actuellement, qu'est-ce qui fonctionne moins bien, puis et surtout vers où on doit aller si on veut relever les défis du stationnement. Madame Morancy, voulez-vous vous lancer? Bon, je peux me lancer. En fait, vous savez que je siège sur le conseil d'administration de l'agence. C'est pas parce que je m'ennuie, c'est parce que c'est une idée lumineuse. Et quand ça a été créé, cette agence-là, j'ai fait « wow », qui a eu cette brillante idée d'intégrer donc la gestion du stationnement, mais de l'amener sous la perspective de gestion des espaces pour le bénéfice de tous. Et je pense que c'est vraiment le changement de perspective qui est fondamental de cette agence-là. C'est que là, on ne se préoccupe pas uniquement de l'automobiliste qui se cherche un espace et où on va le tarifer. On se préoccupe de l'ensemble, et là, je vais dire des bénéficiaires et de ceux qui subissent les impacts négatifs de la façon dont on aménage nos espaces. Et ça, c'est brillant. C'est vraiment lumineux comme idée parce que là, on vient de se doter de la légitimité d'intervenir sur des espaces, mais en tenant compte des impacts sur tous.
Et une rue, là, et des bords de rue, ça a quand même plusieurs usages potentiels. Il y a beaucoup de gens qui sont touchés. Et souvent, je parlais d'altruisme dans les déplacements. Je disais, si l'automobiliste était plus altruiste, donc il réalisait quand il se déplace qu'il il entre dans le milieu de vie de quelqu'un d'autre, peut-être qu'on aurait des comportements différents. C'est ce qui se passe. Hein? Quand je me déplace en auto, j'amène mes externalités dans un milieu de vie. Donc, je pénalise ceux qui sont finalement là et qui ne vont pas nécessairement bénéficier de la façon dont la rue a été aménagée. Donc, je trouve que le mandat de l'agence, dans cette vision là, d'intervenir sur la clé du changement de comportement, qui est l'allocation de nos bords de rue, mais c'est lumineux. Donc là, il y a vraiment beaucoup d'espoir. Donc, je suis emballée là, par cette idée. Et je pense que c'est vraiment cette idée là, de voir le stationnement. Donc, cet espace peut être dédié à du stationnement, mais peut aussi être dédié à d'autres usages. Et ça, c'est vraiment là où on vient modifier le mandat de voir ces rues. Et je pense que c'est très important aussi que dans cette perspective-là, puis c'est certainement très urgent ici, l'appel, mais ça, c'est comme dans mes cours, là. Bon. Excusez, déformation. Mais qu'est-ce que j'allais dire? C'est certainement très urgent. Très urgent. Je ne sais plus ce que j'allais dire. Mais c'est pas grave. Non, mais il y avait quelque chose de super important là, qu'il faut que je dise. Puis je ne sais plus. Au moins, ce n'est pas mes enfants qui me snappent. Bon, OK. Mais en fait, je ne sais plus ce que j'allais dire. On passe à monsieur, j'ai vraiment un oui, plan c'est pas grave, ça reviendra. Mais je peux dire d'autres choses. Mais... Ah oui, non, je sais ce que je voulais dire, merci. Ça, c'est les changements de perspective. Mais en plus, la moitié de ma vie, c'est de parler des données. Puis là, je voulais parler des données. C'est que dans le mandat de cette agence, on a compris aussi qu'il faut quantifier. Puis ça, j'ai essayé à plusieurs reprises, mais j'ai essayé, parce que dans la politique de stationnement, les données qui sont là, on a tout fait pour essayer de valoriser les piètres informations qui étaient disponibles et automatiser la capacité à instrumenter notre connaissance de ce qui se passe sur les bords de rue. Là, il faut vraiment mieux gérer et mieux s'instrumenter pour savoir combien il y en a des espaces, et pas juste combien, mais à travers le temps. Parce que vous savez, on parle de gestion des espaces, mais là, c'est la gestion des espaces-temps. Parce qu'on peut changer l'allocation d'un espace à travers l'année, les mois, les jours, les heures. Et ça, c'est fondamental qu'on ait les données pour le faire et qu'on ait un instrument qui permette justement de changer ces allocations-là pour s'adapter à la façon dont les gens se déplacent. Mm-hmm. Je m'excuse. Et M. Frisco, de votre côté, est-ce qu'on a vu dans les dernières années des mesures ou des exemples qui ont bien fonctionné dans des rues commerciales à Montréal et qui peuvent servir à vendre la plage, justement? Ah ben oui, comme je l'ai dit, il y a la rue Saint-Denis, mais les exemples de piétonisation sont magnifiques. Moi, j'habite à côté de la rue Mont-Royal, puis on se rappelle la première année, combien il y a eu de gens qui ont rouspété quand on a fait la rue. On est allé chercher Michel Tremblay pour qu'il vienne se plaindre du plateau, qu'est-ce qui était devenu. C'était la catastrophe annoncée. On a fait un projet la première année qui était à peine bricolé parce qu'on l'a fait très vite. On a répété le projet l'année passée, c'était magnifique. On peut pérenniser des projets comme ça. Je pense que Montréal en bénéficierait amplement. On peut voir aussi des exemples comme la rue Sainte-Catherine dans le village. Si vous remontez dans le temps, on demande aux commerçants avant s'ils avaient trouvé ça intelligent de fermer la rue tout l'été. Les commerçants étaient pour la plupart contre. Et c'est comme ça partout. Chaque fois que tu fais un projet de ce type-là, allez voir à New York. New York est un exemple magnifique. On devrait vraiment s'inspirer beaucoup plus parce que c'est quand même une ville nord-américaine où il y avait de la circulation, il y avait les rues n'étaient pas faites pour les piétons. On a transformé énormément de choses, puis les commerçants ne veulent plus retourner en arrière. On a des projets comme ça à Montréal. Il faut s'en inspirer. Ça ne veut pas dire faire des rues piétonnes partout. Ça veut peut-être dire faire des rues partagées où on se sent à l'aise. La rue Saint-Hubert a été transférée, n'a pas été piétonnisée, mais il y a un espace maintenant clairement dévolu aux piétons. Les cyclistes se sentent à l'aise parce qu'il n'y a plus personne qui va au-dessus de 30 km sur cette rue-là parce qu'elle est rendue tellement étroite. Les aménagements amènent beaucoup de changements. Si je reviens à ma pauvre rue Jean-Talon, bien, il y a beaucoup de travail à faire parce qu'elle est extrêmement large, parce qu'on n'a pas de parcomètre sur la rue, ça fait qu'on ne peut même pas savoir avoir des données. On n'a rien du tout. On sait très bien que les premiers à utiliser les espaces de stationnement toute la journée, bien, c'est les commerçants qui sont les premiers à arriver et qui s'installent
à la meilleure place, qui viennent de voler la place à leurs clients, puis qui viennent se plaindre qu'ils ont besoin d'espace de stationnement supplémentaire. Il y a encore du travail à faire. Merci. Et Blaise? Oui, ben je porterai la lentille sur le stationnement en rue. On a beaucoup parlé de stationnement sur rue, mais il faut savoir qu'à peu près la moitié de l'offre de stationnement, elle se retrouve en rue sur des terrains privés. Et on sait à quel point ces espaces-là sont des îlots de chaleur. On sait à quel point ils sont imperméables et que c'est un problème pour la gestion de l'eau dans un climat qui est en train de changer, avec des averses de plus en plus soudaines et abondantes, avec des canicules de plus en plus fréquentes et désastreuses. Et alors là, il faut accélérer. J'en parlais un petit peu tout à l'heure en fin de présentation, mais on sait à quel point optimiser ces espaces-là, que ce soit pour construire plus d'habitations, on a aussi besoin énormément de nouvelles habitations à Montréal, mais aussi, quand c'est pour les pérenniser, d'arriver à les verdir. Présentement, il y a beaucoup d'arrondissements qui changent leur réglementation et ça, c'est vraiment positif. D'ailleurs, on a une plateforme pour aider là-dessus, c'est Réglementation, montée par mon estimé collègue Romain Coste derrière. Et puis, mais la réglementation, comme je disais, c'est un levier lent et il faut s'attaquer donc de façon plus agressive avec un système de bonus-malus basé sur la taxe sur le stationnement qui existe déjà au centre-ville, qui va être élargi cette année aux très grandes aires de stationnement. Alors, un système où on est capable de taxer des stationnements comme on les connaît, qui sont hostiles aux piétons, qui sont des îlots de chaleur, qui sont j'ai des termes pas gentils qui me viennent en tête, qui sont des endroits finalement hostiles et laids. Et puis, donc, pour financer de la planification finalement de réaménagement d'aires de stationnement partout sur la ville ou favoriser le redéveloppement immobilier. C'est déjà en marche, ça fonctionne. Le secteur commercial, les grandes aires, que ce soit Galerie d'Anjou, Fairview, Pointe-Claire, ont tous des projets de réaménagement. Il faut peser sur la pédale puis vraiment jouer du bâton et de la carotte pour que ça se fasse suffisamment vite puis qu'on puisse adapter ces espaces-là rapidement. On a relevé plusieurs fois la question des données, l'absence de données, le besoin d'avoir un portrait global, entre autres du taux d'occupation des stationnements. Parce que moi, quand j'entends le mot stationnement dans mon quotidien, c'est généralement accompagné de « il manque de stationnement, j'ai pas trouvé de stationnement, j'ai tourné en rond 10 minutes pour trouver du stationnement ». Fait qu'on a plutôt l'impression qu'on en manque plutôt qu'il y en a trop. Mais est-ce que c'est faute d'avoir accès à l'information finalement, puis qu'on aurait des surprises si on y avait accès? Effectivement, l'accès à l'information est crucial parce que la perception des gens, c'est souvent parce qu'ils se déplacent en pointe en même temps que tout le monde pour aller faire la même chose. Et là, ils arrivent dans un stationnement qui est très occupé. Le reste de la journée ou de la semaine, ça se peut qu'il soit très peu occupé. Les changements d'habitude de déplacement pour le travail aussi libèrent des espaces. Là, on voit un espace juste à côté qui est à moitié vide toute la semaine. Là, je passe régulièrement à côté. Et puis, qui pourrait être converti en centaines de logements pour aider d'apaiser la crise du logement, ou qui pourrait être verdi, ou qui pourrait être transformé en une trampoline géante. Bref, qu'on repense ces espaces-là. Si la personne, l'usager, avant de se déplacer, a des bonnes données pour planifier son déplacement, va pouvoir vérifier si c'est effectivement la bonne idée d'y aller en voiture. Et deuxièmement, va pouvoir accéder directement avec beaucoup moins de stress, une meilleure expérience. On a vu l'Alliance Centre-Ville ou la CCMM faire un sondage où les gens déclaraient qu'ils viendraient plus souvent au centre-ville s'ils avaient plus de stationnement. Dans les faits, c'est beaucoup plus... C'est pas qu'il manque de stationnement, c'est qu'on ne sait pas où est le stationnement et puis on est toujours encore à la recherche de la place gratuite parce que on a tellement d'offres abondantes gratuites qu'on se sent un petit peu fou quand on paye pour ces espaces-là. Alors, ça nous amène dans une attitude qui est vraiment problématique puis qui cause juste de la frustration à tout le monde. J'aimerais juste ramener l'irrationalité là-dedans. Tout le monde veut avoir un stationnement tout près, veulent se stationner en face du commerce. Les mêmes personnes vont dans des centres d'achat. Ils se retrouvent le samedi après-midi, sont stationnés à 800 mètres de la porte d'entrée du centre d'achat. Ils vont circuler pendant 800 mètres encore à l'intérieur. C'est comme s'ils avaient fait toute la rue commerciale sur Jean Talon.
mais ils sont certains que ça a très bien été. Ils ont trouvé un stationnement tout de suite. Ils n'ont pas eu à se déplacer. Il y a aussi à expliquer, à démontrer l'intérêt d'avoir des stationnements, par exemple, mutualisés pour des rues commerciales. Puis là où tu vas marcher un petit peu sur ta rue, tu ne vas pas marcher plus que dans un stationnement. Et de toute façon, même les stationnements, comme tu le disais, de centres d'achat, les propriétaires commencent à comprendre que ça n'a aucun sens d'avoir des espaces de stationnement aussi grands qui sont si peu utilisés, finalement seulement aux heures de pointe. Mhm. Mais sur la question de la connaissance, là, je me souviens, la première fois que j'ai traité le stationnement, je suis allée au plateau et je leur ai demandé combien avez-vous d'espace de stationnement sur votre territoire, puis ils disent on ne le sait pas. Je dis OK, moi j'ai fait une estimation, est-ce que c'est plausible? On ne le sait pas. Je pense qu'il est là l'enjeu, c'est que pour être capable de gérer quelque chose, il faut déjà savoir on en a combien de ces objets. Ils ne sont pas identifiés partout. Donc, sur un territoire, là, être capable de faire juste l'inventaire, le statique de ces espaces, surtout que les espaces peuvent changer avec la dimension des autos que nous avons, puis on l'a mesuré aussi, qu'avec l'augmentation de la taille, on diminue la capacité de stationnement. Donc, ce n'est pas juste le fait qu'on enlève des espaces, juste avec les ventes de véhicules de plus en plus gros, on réduit notre capacité. Fait juste de connaître combien on en a de ces espaces-là, si on les délimitait déjà, ça aiderait à avoir une vue plus claire. Puis ensuite, c'est l'usage de ces espaces-là. Qui les utilise? Pour combien de temps? Pour quel motif de déplacement? Puis ensuite, la notion, dans le livre, on parle beaucoup de la notion de dépendance à l'auto, puis moi, je parle de contrôler ou de mieux gérer le parc de véhicules. Je pense que c'est important d'avoir des cibles de réduction du nombre de véhicules, de réduction de toutes les formes de dépendance à l'auto, puis d'être capable de calculer, est-ce que les gens ont d'autres options? Parce que ça, effectivement, je suis d'accord, là. Changer les comportements, c'est rien de scientifique, en tout cas pas les sciences comme je les calcule, là. C'est des enjeux de moi, je me sens menacée parce que c'est comme ça que je me déplace. Il faut rassurer les gens, il faut les informer sur la façon dont cette transformation va se faire. Ils ont l'impression qu'ils ne pourront plus vivre parce qu'ils ne pourront plus prendre leur auto pour aller. On comprend, là, c'est tout à fait normal. Il faut les accompagner. Il faut quand même revenir avec des faits objectifs qui sont, ça va en phase, là. La question de réduction des coûts pour les ménages. C'est clair que si on affranchit les ménages de la nécessité de posséder un ou plusieurs véhicules, on va réduire leur fardeau économique. On va réduire le fardeau économique collectif aussi. Donc, connaître les usages, donc la présence, les usages, les raisons pour lesquelles on fait ces usages-là. Ensuite, est-ce qu'il y a d'autres options? Ça, il faut informer les gens parce que sinon, ils vont se sentir totalement déstabilisés parce que les gens n'ont pas nécessairement le réflexe d'aller voir comment ils pourraient faire les choses autrement. Fait que là, il y a vraiment toute une tâche d'accompagnement dans cette transformation-là. Et là, je reviens sur l'agence, le fait qu'on ne gère plus seulement le stationnement comme le stationnement de Montréal le faisait, mais qu'on gère, je dirais, la collectivité au complet, ceux qui se déplacent, ceux qui ne se déplacent pas. Mais là, ça permet d'avoir une vue plus vaste, là, de dire, bien, vous voulez vous déplacer, bien, peut-être que vous pouvez réserver un espace de stationnement, mais vous pourriez aussi vous déplacer autrement. Et voici les options que vous pourriez avoir, puis les gains, puis les contributions à la société que vous faites. Ça, c'est fondamental si on veut intervenir. Merci beaucoup. On a abordé vraiment plusieurs éléments dans les dernières 20 minutes. Je pense qu'on pourrait passer peut-être aux questions du public. J'ai un micro qui s'en vient à l'instant. Donc, s'il y en a qui ont des questions à poser à nos 3 panélistes, je vais vous inviter à vous diriger dans quelques secondes au micro qui va être dans l'allée. Vous pouvez peut-être vous nommer et préciser si votre question est dirigée à l'un d'entre eux, à qui vous souhaitez l'adresser. Ça peut être aussi une question ouverte à tous les 3. Donc, on a une quinzaine de minutes pour entendre vos questions. Oui. Alors, merci. Ma question, en fait, s'adresse à vous 3, mais peut-être plus particulièrement à M. Rémillard. Mon nom est Linda Gauthier. Je suis conseillère principale au RAPLIC, qui est un organisme en défense des droits des personnes en situation de handicap. Je n'ai pas eu le temps de lire vraiment ce qui a été fait, votre produit, votre merveilleux livre blanc, M. Rémillard. Mais j'aimerais savoir si, de vos 23 propositions, il y a quelque chose qui est fait pour les personnes en situation de handicap, quant au débarcadère, quant au stationnement, de la façon que c'est utilisé, de la façon que c'est répertorié pour faire du pouce sur ce que vous disiez, Mme Morancy. C'est très important pour moi de le savoir. Je me suis déplacée ce matin, et je pense que je suis une des seules qui est à mobilité réduite, là. Alors, je serai plus riche de
de vos réponses. Nous abordons la question de l'accès universel avec la question de la recharge des véhicules, donc les infrastructures qui sont présentement pas adaptées. Donc, ça doit faire partie des normes d'aménagement, des stationnements. Puis ça doit être une question, c'est une question qu'il faut régler de façon assez urgente là, avec la fin de la vente des véhicules à essence qui s'en vient. Il y a de l'adaptation de stationnement à faire à ce niveau-là. Une autre notion qu'on amène dans le livre blanc, c'est la question de la liste d'attente pour le stationnement sur rue pour résidents. Évidemment, quand on a une liste d'attente, après, on est capable de prioriser. Ça ouvre une autre dimension quant à la gestion de l'espace de stationnement sur rue pour allouer cet espace public dans le cas où c'est très rare, là, c'est pas généralisé, mais dans un endroit où il manquerait de stationnement sur rue et de stationnement hors rue, mais on pourrait, avec une liste d'attente, prioriser des ménages qui ont des contraintes à la mobilité, certainement. On n'a pas traité des questions de débarcadère dans le cadre du livre blanc sur le stationnement, parce que c'est plus un sujet qui touche au transport collectif ou au développement de pistes cyclables, mais évidemment que nous, on s'est toujours positionné pour un accès universel là, dans le repartage de l'espace de la rue. Madame Morancy, vous dites que les stationnements, les personnes en cherchent toujours. Justement, ils le trouvent chez nous dans mon débarcadère. Puis c'est là que le bas me blesse énormément. Puis de voir qu'il n'y a rien qui a été prévu dans vos recommandations ou si peu ou de façon vraiment superficielle, M. Rémillard, je trouve que vous avez vraiment, je suis désolée de vous le dire, mais manqué. Parce que c'est quelque chose que moi j'ai contribué à répondre à vos questions, à vous alimenter sur la problématique, justement, des stationnements pour personnes en situation de handicap. Puis, je vois qu'on n'a rien fait, encore une fois. On n'est jamais dans les priorités. Puis, vous dites, il faudrait se pencher là-dessus. Vous devez vous pencher là-dessus. Voilà. Oui, en tout cas, on s'en reparlera, là. Mais c'est une priorité pour nous, effectivement, que ces modifications-là ne viennent pas nuire aux personnes à mobilité réduite. Je ferai un commentaire sur ça. C'est que sur la question dans ce qui est implanté au niveau de la surveillance, là, de l'usage des espaces, donc la meilleure compréhension, il y a aussi assurer une meilleure surveillance pour le respect de la réglementation. Moi, je trouve ça, tant quand c'est stationné, quand les gens se stationnent dans les pistes cyclables, dans les voies réservées pour le transport en commun, que dans les espaces qui ne le sont pas dédiés, c'est scandaleux parce qu'effectivement, ça veut dire qu'il y a une absence au niveau de la surveillance. Mais ça, il y a des grosses avancées qui se sont faites justement pour assurer que la location prévue soit celle qui est utilisée. Donc, on a les bons usagers aux bons endroits. Je pense qu'au niveau de l'information, moi, j'ai eu beaucoup de difficultés quand j'ai fait les projets sur le stationnement pour essayer de quantifier combien j'en ai des espaces de différents types. T'sais, on a des parcomètres, ça, c'est pas pire, là, sont délimités, mais tous les autres espaces un peu flous, là, les bases de données sont relativement mauvaises. Donc là, avec la mise en place de ces outils pour mieux surveiller, on va avoir une meilleure quantification du nombre d'espaces qui sont dédiés à différents usages, donc les espaces dédiés aux personnes avec des limitations. Et ensuite, il faut voir qui les utilise, parce qu'on a une question de disponibilité. Si on ne sait pas combien de gens en ont besoin, fait qu'on n'a pas une capacité de connaître combien de gens sont en situation d'avoir besoin de ces espaces-là, c'est extrêmement compliqué de les gérer. Fait que je pense qu'effectivement, peut-être que ça peut être plus explicite, là, mais assurer une meilleure surveillance de la réglementation puis assurer une meilleure connaissance des types de stationnement va permettre de savoir quel diagnostic on peut porter, là. Mm-hmm. Merci beaucoup. On a une autre question. Bonjour, Ron Rayside. On fait beaucoup de projets sociaux dans les quartiers centraux, mais aussi à Pointe-aux-Trembles, à Laval, la périphérie. Okay? Souvent, on dit, mais le stationnement, ce n'est pas un enjeu important, mais ce n'est pas longtemps avant que c'est comme la crème, ça monte en surface assez rapidement, en tout cas, juste pour... Puis même ce que vous avez dit pour le comté de savoir, on a fait une table ronde sur le réaménagement de Sainte-Catherine, puis il n'y avait aucune donnée sur l'ensemble des stationnements. Il fallait les compter nous autres mêmes pour faire un minimum. Mais ma question est pas ça. Ma question, c'est
félicitations pour le document. C'est vrai que le moins qu'on peut dire, les médias ont pris connaissance de ça. Puis la chaleur de la discussion monte aussi en surface. C'est un peu comme la crème avec du lait. Mais ma question est autour de beaucoup de discussions autour, que ce soit développement durable, réduction des gaz à effet de serre, toutes ces discussions-là, quand ça ne touche pas individuellement, on est bien d'accord que ça nous touche individuellement, c'est la révolte populaire. On voit ça partout dans l'Occident. Et c'est ça le dilemme. Les mesures qu'on propose, je ne connais pas une parti politique qui serait élu sur cette plateforme-là. Et le grand défi est ça. Ça veut dire que je ne sais juste pas voir, parce que vos chiffres, vos statistiques, les populations, je les trouve géniales. Mais le grand défi, c'est entre nos comportements individuels puis les grands objectifs. Quand c'est la faute de quelqu'un d'autre, on est toujours d'accord. Okay. C'est comme un point de vue, mais c'est en fait une question de comment, et ça inclut les artères commerciales. On travaille avec les commerçants de la rue Masson, puis à un moment donné, réduire même un cas de stationnement, ça veut dire que ça devient une catastrophe. C'est le côté émotif, ça veut dire que ça devient une catastrophe. En tout cas, c'est juste comment, c'est pas vous qui pouvez résoudre ça nécessairement, mais c'est un grand constat, comme je dis, pas juste ici, mais un peu partout. Ouais. Merci beaucoup. Oui? En fait, vous m'excuserez, je prêche encore une fois pour ma paroisse. Jean Talon-Est, c'est dans Saint-Léonard. C'est un des arrondissements où la dépendance à l'automobile est la plus grande. Il y a le projet de ligne bleue qui s'en vient, qui est prévu pour 2029, l'ouverture. Il y a aussi un réseau express métropolitain qui doit passer dans l'autre sens. Il y a le réseau express vélo qui doit s'en venir sur Jean-Talon et sur Lacordaire. Tout ça devrait se faire dans les 6-7 prochaines années. Si on prend le temps de bien faire les choses, si on commence à documenter tout de suite l'achalandage, transformer la mobilité, accompagner les changements de mobilité, on peut mesurer les changements presque en temps réel et voir comment on peut aussi les orienter. Ça pourrait être une très belle expérience pilote qu'on pourrait peut-être appliquer ailleurs. Comment ça se fait des changements de mobilité? Parce qu'on part vraiment du plus loin qu'on peut partir, à peu près à Saint-Léonard. Il n'y a presque pas de transport en commun. Le vélo, c'est à vos risques et périls. La marche, c'est dangereux. Les personnes en situation de handicap ne marchent pas sur la rue Jean-Talon, ne roulent pas non plus. J'ai déjà demandé à une dame qui devait avoir 75 ans pourquoi elle utilisait sa marchette dans la rue plutôt que sur le trottoir, puis elle me disait que c'était parce qu'elle avait peur de se casser la gueule sur le trottoir. Donc, on part vraiment de très loin. On pourrait mesurer, comparer, voir aussi avec d'autres arrondissements qui n'ont pas vécu ça pendant le même temps. Avoir des données aussi pour les commerces. Les commerces vont être les premiers à dire que leur chiffre d'affaires a baissé, mais on n'a pas de vraies données là-dessus. On pourrait avoir des ententes avec le gouvernement du Québec pour avoir accès aux données de Revenu Québec pour les tronçons de rue. Bref, il faut mesurer, il faut comparer. Je pense que ça serait une des meilleures façons d'arriver à implanter des bons projets, des bonnes transformations sur des rues commerciales. Moi, je voulais juste dire que tant que les gens vont avoir l'impression de faire un sacrifice, ils ne changeront pas de comportement ou ils vont être fâchés de faire le comportement qu'ils ne veulent pas faire parce qu'ils vont se sentir obligés. Donc, si on ne veut pas que ça ait l'air d'un sacrifice, il faut que l'option la plus durable, si j'utilise ce mot sacoche, soit la plus attractive. Ce n'est pas le bon mot, attrayante. Il faut que ça soit la plus efficace, la plus confortable, la plus sécuritaire. Il faut que ça soit la meilleure. Il faut qu'elle soit sexy, cette option. Et là, ce n'est pas ça qu'on fait. Tu sais, on fait faire des détours aux piétons en faisant des traversées en... Qui fait ça, traverser par 3 feux rouges, là? Ça ne marche pas. Fait qu'il y a quelque chose, mais c'est d'une évidence. Tant que c'est perçu comme un sacrifice, les gens ne changeront pas de comportement. Tant que ça va demeurer l'auto qui est la plus efficace, puis là, on fait abstraction du coût parce que les gens ne tiennent pas compte du coût, il faut qu'on mette les options en place. Et ça, il y a plein de terminologies dans nos médias, là, le cannibalisme entre nos réseaux de transport en commun. Il y a plein de choses là, qui n'ont aucun sens sur la façon dont on présente ces options. On sacrifie un morceau de rue pour mettre une piste cyclable. Mais non, on est en train d'offrir une nouvelle option pour que les gens aient le choix. Et ça, tant qu'on ne change pas, même dans le discours sur les changements de location, on va avoir un problème à convaincre les gens.
Parce on ne devrait pas avoir à les convaincre. Ça devrait être évident quel est le meilleur choix. On a quand même beaucoup de choses à faire. Hein. Je pense aussi qu'il y a une communication à faire autour de la notion de gaspillage des ressources publiques et de l'espace autour du stationnement. Là. La donnée comme quoi une case vaut 1 275 $ sur rue par année, dont les gens bénéficient gracieusement pour stocker un véhicule, pour aller à leur chalet 2 fois par mois. Tu sais, ça, c'est... Il faut le communiquer. Quelle est cette ressource qui est privatisée par une personne? La même chose, je pense, dans le développement immobilier. On a parlé à des promoteurs, nous, qui nous ont dit, à cause des ratios de stationnement, je suis obligé de construire trop de stationnement. Et puis, mes clients ne sont pas prêts à l'acheter au coût coûtant. Hein, quand on fait de l'excavation puis qu'on est rendu au 2e sous-sol, ça coûte excessivement cher. Ça peut monter au-dessus de 50 000 $ par case. Et ils ne sont pas capables de les vendre à ce prix-là. Qu'est-ce qu'ils font? Ils partagent la facture dans toutes les habitations et puis ils vendent le stationnement encore à rabais à des gens, ensuite de ça, qui vont pouvoir le revendre ensuite, financé par leurs voisins de condo. Alors, vous voyez, cette notion-là, là, le coût, qu'est-ce que ça coûte le stationnement? Je pense qu'il y a une grande ignorance à propos de ça, puis que c'est un message sur lequel il faut taper. La ville n'est pas pauvre, là, elle a 500 millions de valeurs de stationnement qu'elle donne gratuitement à une catégorie de citoyens. Merci beaucoup. Je vois qu'il y a beaucoup de questions. C'est une bonne nouvelle. Je vous inviterai à les formuler de façon le plus concise possible pour qu'on puisse y répondre le plus possible. Alors bonjour, merci beaucoup. J'étais assez fébrile de ce lancement. Je suis Aline Berthe, directrice générale Voyager Futé, Centre de gestion des déplacements de l'Est de Montréal et la Naudière. J'ai aussi un chapeau de présidente, puis j'ai du Conseil régional d'environnement, puis j'ai été assez touchée par votre témoignage, madame. Je sais que ça tient vraiment à cœur, puis c'est une mesure, une thématique transversale dans tout ce que fait le Conseil régional d'environnement, l'accessibilité universelle. Donc, je sais qu'il y a beaucoup de thématiques à défendre aussi dans le livre blanc. Là. On veut défendre les piétons, on veut défendre les vélos, les cyclistes, pardon. Donc, il y a peut-être une question de poids, mais en même temps, c'est difficile de défendre tout le monde. Tu voulais répondre à ça déjà premièrement? Non, vas-y. C'est bon. Donc, je voulais simplement mentionner ça. Puis, c'est ça, j'ai trouvé qu'il y avait quand même une belle nouvelle, c'est que sur 50% des stationnements, la municipalité va pouvoir agir. Donc, c'est quand même bon signe. Puis, je me dis, déjà, s'il y a sur 50%, on a des mesures concrètes qui vont permettre d'aller chercher des financements pour la mobilité durable, je trouve ça extraordinaire. Là encore, il va falloir qu'il y ait des actions concrètes qui soient mises en œuvre. Puis la mauvaise nouvelle, c'est l'autre 50% qui va être plus difficile à aller chercher. Donc là, je pense que c'est plus avec des réglementations, avec d'autres types d'actions, mais j'aimerais ça vous entendre pour le domaine privé. Nous, les centres de gestion des déplacements, on agit beaucoup pour la mobilité durable dans le domaine privé, puis on sait aussi que c'est un levier très important, le stationnement, mais c'est vraiment une difficulté parce que il y a des enjeux, comme tu en parlais tantôt, Blaise, sur le coût de la construction, à rentabiliser l'entreprise qui veut se localiser à un certain endroit à condition qu'il y ait suffisamment de stationnement. Donc, c'est quoi la lueur au bout du tunnel pour le stationnement privé selon vous? Je vais commencer. Une lueur au bout du tunnel, c'est l'accroissement des réseaux de transport collectif à Montréal. Je pense que ça peut aider à transporter mieux les résidents. Une autre lueur au bout du tunnel, c'est l'accroissement du nombre de résidences à Montréal. Si on loge plus de gens sur l'île, on va espérer pouvoir réduire les distances de déplacement entre les employés et leur travail. Une autre lueur au bout du tunnel, je pense que c'est la taxe sur le stationnement. Là, donc, stationnement hors rue non résidentiel, toujours important de le mentionner. Donc, en taxant à un certain niveau, on va être capable que les propriétaires se questionnent sur leur réelle nécessité d'avoir tout ce stationnement-là, puis puissent le transformer et puissent mettre en œuvre des plans de gestion des déplacements qui sont costauds pour que leurs clients ou leurs visiteurs ou leurs employés se déplacent. Puis dernière chose,
Ça, on n'en a pas parlé parce que c'est vraiment un levier qui est plutôt privé puis qu'on aborde un peu moins dans le livre blanc. Mais il y a toute la notion du parking cash-out, donc que les employeurs qui offrent un stationnement gratuit offrent un équivalent de même valeur à leurs autres employés. On peut voir qu'il y a déjà quand même des propriétaires qui se rendent compte que ça ne vaut pas la peine. Je parlais tantôt des galeries d'Anjou où il y a des questionnements. First Capital l'a déjà fait sur Van Horn où ils ont transformé un stationnement, ils ont ramené le commerce sur rue, ils ont construit de l'habitation en arrière. Dans le PPU à Saint-Léonard, c'est prévu aussi. Les propriétaires se rendent compte qu'il n'y a plus tant d'espace que ça à construire, donc juste c'est l'attrait du capital, finalement, qui risque de faire disparaître aussi des stationnements. Ça prend de la place pour construire du résidentiel. Si c'est moins payant, il va y en avoir moins. Aussi bête que ça. Je pense qu'on peut se questionner aussi sur ce qu'on donne aux employés ou aux visiteurs s'ils se déplacent autrement. Parce qu'il y a peu d'employeurs qui vont, je sais pas, donner de l'argent à des gens qui vont décider d'habiter près de leur emploi, qui vont décider de venir à pied, à vélo, en transport en commun. Donc, encore une fois, c'est un peu une incohérence dans les messages qui sont envoyés. Si on ne favorise pas et qu'on ne soutient pas économiquement l'adoption de comportements dont on veut voir la part augmenter, mais il y a une incohérence. On dit, on vous donne un stationnement à tarif réduit, mais si vous faites autre chose, on ne vous donne rien. Donc, il y a vraiment des innovations à faire au niveau des budgets mobilité qui sont dédiés aux employés pour les inviter à se déplacer autrement. Merci. On a le temps au moins pour une autre question. Allez-y. Oups. Posez la même. Bonjour, mon nom est Nicolas Marcotte. Je suis citoyen. Je ne sais pas si j'ai le droit d'être là. Ma question, c'était par rapport, tu sais, parce qu'il y a des données qui sont très difficiles à aller chercher. Madame Morancy, vous en faisiez. Oui. Excusez-moi. Donc, c'est ça, on parlait des données qui sont difficilement accessibles, par exemple, sur rue, le stationnement sur rue, mais il y a aussi des données qu'on a qui sont quand même facilement, qu'on peut aller chercher facilement. Par exemple, on a 2 tours ici, puis probablement qu'il y a beaucoup de stationnements en dessous qui sont créés, qui sont nouvelles d'ailleurs. Puis j'aimerais savoir, est-ce qu'on a ces données-là? Est-ce qu'on peut savoir à Montréal, dans chaque arrondissement? Puis je veux dire, la question, il me semble, les données sont faciles à aller chercher. Hein? La ville les a, c'est taxé. Est-ce que la Ville les a? La Ville est là-bas, là. On peut leur demander, est-ce que vous avez les données? Là, je blague. Fait que c'est ma question. C'est pas si trivial que ça. Parce que quand il y a eu la politique de stationnement, moi, j'ai mis une étudiante de maîtrise sur la question du stationnement, puis là, on a interprété les panneaux, parce qu'il y a une base de données de panneaux qui est plus ou moins à jour selon les arrondissements et les villes liées. Là, on a déduit, en tenant compte de la présence des ruelles, de la réglementation, combien il y avait d'espace sur les bords de rue. Bon, au niveau des parcomètres, c'est plus facile parce que, comme je le disais, ils sont délimités, mais on n'a pas nécessairement accès. Mais les stationnements privés intérieurs, si quelqu'un a ces données-là, je les veux. On les taxe? Oui, on les taxe. Oui, mais on n'a pas ça de façon... Cas, moi, même la condo, tarification. Mais on peut déjà prendre les données de votre condo. Ouais, c'est ça. Non, mais ce que on a un formulaire à la sortie. Mais c'est pas si trivial d'avoir pour l'ensemble des habitations, les employeurs, le nombre d'espaces, le tarif, parce qu'il y a aussi la perception de non-disponibilité de stationnement est aussi due au fait que les gens veulent être sur rue, payer 1 heure, 2 heures, au lieu d'aller en souterrain alors que c'est pas la même tarification. Plein d'affaires mélangées, là. Puis pour finir, on ne veut pas prendre trop de temps, c'est dire d'un côté, on parle de, tu sais, dès qu'on fait une série de trottoirs, on dit, on enlève tant de places de stationnement, mais d'un autre côté, regardez combien cette tour-là rajoute de stationnement. C'est facilement 200, 300 stationnements. Dans Griffintown, combien de stationnements ont été rajoutés? Puis cette information-là, elle serait utile quand on veut faire de la sensibilisation sur Twitter, sur Facebook. C'est tout. Merci. Oui, ça permettrait de dire qu'il y a trop de stationnement aussi. Merci beaucoup. Donc, je pense que c'est tout le temps qu'on a pour les questions. Merci à tous ceux et celles qui ont pris la parole pour alimenter le débat, les échanges. Tout était très pertinent, puis on aurait pu en parler encore longtemps, évidemment. Alors, je rappelle en terminant, Blaise Rémillard, vous êtes responsable mobilité et urbanisme au Conseil régional de l'environnement de Montréal. Pierre Frisco, vous êtes directeur général de la Société de développement commercial Jean Talon. Et Catherine Morancy, vous êtes professeure titulaire à Polytechnique Montréal. Un grand merci à vous 3 pour ces propos très intéressants, des témoignages aussi. Merci beaucoup. Alors, j'en profite pour vous mentionner que vous pouvez visiter le site web du CRE Montréal pour trouver plusieurs autres contenus au sujet du stationnement, de même que les pages du CRE sur les différents réseaux sociaux, LinkedIn, Facebook et Twitter.
Je vous annonce aussi que le 1er juin prochain vont se tenir les rendez-vous métropolitains du stationnement, un événement de concertation et de mobilisation organisé par les 5 CRE de la région métropolitaine. Donc, les rendez-vous s'inscrivent dans le cadre des travaux de la communauté métropolitaine de Montréal et du Québec sur leurs politiques et plans respectifs, comme la refonte du PMAD et l'élaboration de la politique nationale de l'architecture et de l'aménagement du territoire. En préparation de cet événement du 1er juin, il va y avoir 3 webinaires d'introduction aux enjeux du stationnement qui vont être diffusés à compter du 24 avril. Donc, c'est à surveiller pour ceux et celles que ça intéresse. J'en profite aussi pour vous dire que si vous possédez ou que vous construisez des stationnements et que vous êtes dans la salle ou que vous nous écoutez ce matin, on vous aime quand même. Je blague. Non, mais si vous souhaitez profiter d'un accompagnement gratuit pour améliorer la gestion et l'aménagement, on vous invite aussi à visiter le site web stationnementécoresponsable.com pour découvrir comment vous pourriez recevoir, par exemple, une attestation si vous voulez vous rendre là. Si vous êtes une municipalité et que vous voulez mettre à jour votre réglementation en matière de stationnement pour qu'elle réponde aux réalités aux impératifs de la réalité climatique, vous pouvez visiter la plateforme qui a été mentionnée tout à l'heure, réglementaction.com, et voir comment l'aménagement et la planification des stationnements peuvent être mieux réglementés. Alors voilà, c'est tout ce que j'avais à vous transmettre. Merci beaucoup d'être venus en très grand nombre ce matin. On vous rappelle que vous pouvez rester encore un peu avec nous si vous souhaitez réseauter, prendre un café, si le cœur vous en dit, et bonne journée à tout le monde. Merci beaucoup.